Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 31 août 2024 et je suis très content de vous retrouver dans cette émission du week-end. Ça faisait un petit moment, c'était les vacances. Je suis de retour, vous le savez. Ça fait bizarre parce que je suis rentré mercredi dernier et j'ai déjà l'impression que ça fait 4 mois que je suis de retour. Bref, on est reparti sur le même rythme qu'avant. Aujourd'hui, on fait le point sur ce qui s'est passé la semaine dernière, sur ce qui va se passer la semaine à venir et où on en est un petit peu dans le monde merveilleux de la finance comme d'habitude. Alors tout d'abord, on commence bien sûr avec Nvidia. Nvidia, c'était le point de la semaine, la chose que tout le monde attendait, le chiffre qui pouvait faire basculer les marchés dans un sens ou dans l'autre. On l'a vu, il ne s'est rien passé, ou en tout cas pas grand-chose. Oui, le titre a perdu 7,7% sur la semaine, et c'est beaucoup en termes de market cap, mais en même temps, quand vous écoutez les recommandations des banques d'affaires américaines, ils sont tous, absolument tous sortis dans la rue depuis jeudi matin pour venir nous dire qu'il fallait absolument racheter Nvidia parce qu'à ces prix-là, c'était vraiment du cadeau puisque l'intelligence artificielle, eh bien, c'est l'avenir. Donc, pas de crainte du côté de Nvidia. Et d'ailleurs, si on a besoin d'avoir une vérification par rapport à ça, la meilleure chose que l'on peut observer, c'est le SOX, puisque l'indice des semi-conducteurs, lui, terminait la semaine en baisse de 1,34%. Ce qui laisse immédiatement comprendre que l'impact des chiffres de Nvidia a été nul sur le secteur et sur l'ensemble de la technologie, puisque bien sûr les indices américains terminent encore relativement bien la semaine. Le S&P 500 est à ça de battre des records historiques. Le Dow Jones a rebattu encore une fois un record historique vendredi soir. Je crois que c'est le 26e de l'année. Et pourtant, c'est pas que de la tech à l'intérieur du Dow Jones. Le Nasdaq est un peu en retard, mais techniquement, on a l'impression qu'il est en train de redémarrer. Bref, comme je le disais dans le Morning Bull d'hier, on a l'impression que la thématique de la peur, des craintes, du fait que ça pourrait corriger, est repartie, a disparu complètement et est à nouveau remplacé par ce bon vieux FOMO où tout le monde est en train de ressauter à pieds joints dans le secteur tech. Donc l'un dans l'autre, la semaine n'était pas si catastrophique que ça et beaucoup moins volatile que ce qu'on aurait pu attendre par rapport aux chiffres de Nvidia. Du côté macro, on a eu malgré tout beaucoup de choses. On a commencé la semaine en se concentrant sur les chiffres de Nvidia et puis finalement, eh bien, on a beaucoup parlé de macroéconomie. Tout d'abord, le PIB américain qui était meilleur que les attentes, donc ça rassurait sur l'état de l'économie. On se souvient qu'au début du mois d'août, on a paniqué en se disant « Ouh, on arrive en récession !» En fait, pas du tout. L'économie américaine va super bien. Enfin, va super bien. On verra avec les chiffres de l'emploi à la fin de la semaine, parce que ce sera un peu le juge de paix par rapport au fait que l'économie va super bien, mais le PIB était meilleur que les attentes, donc ça c'était également une bonne surprise. Et puis en fin de semaine, on avait bien sûr notre bon vieux PCE, qui lui aussi a montré que tout était sous contrôle. On l'attendait à 2,7%, il est sorti à 2,7%, pas de mauvaise surprise. Ça continue d'apporter de l'eau au moulin de la Fed qui va pouvoir tranquillement baisser les taux au mois de septembre, le 18 et 19 septembre, je le rappelle. Alors, bien sûr, ils vont baisser les taux. La grande question que tout le monde se pose aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est l'amplitude du mouvement. Aujourd'hui, 70% des experts en finance s'attendent à une baisse de 0,25. Mais en fonction des chiffres économiques qui vont encore sortir ces prochains temps, et je vous l'ai dit, beaucoup de chiffres sur l'emploi, on pourrait envisager éventuellement que potentiellement, eh bien, la Fed baisse les taux de 0,5% pour booster encore un petit peu plus l'économie. Pas trop non plus, parce qu'on n'aurait pas à voir non plus un regain de vitalité au niveau de l'inflation. Toujours au niveau de l'inflation, on a vu en Europe que ça allait beaucoup mieux. Situation un tout petit peu différente. Alors effectivement, le CPI allemand est revenu sur les 2% attendus. Le CPI en France, il est dans le coma. De toute façon, c'est pas grave. La France, pour l'instant, ils ont bien d'autres préoccupations que la macroéconomie. Et en Europe, on a également un CPI qui revenait gentiment en direction des 2%. Donc toute l'Europe a l'air d'aller plutôt pas mal. Sauf que au niveau économique, c'est un petit peu plus lent. Alors évidemment que la BCE n'aura pas d'autre choix non plus que de baisser les taux le 12 septembre, sauf erreur. Là aussi, c'est une non-surprise. Par contre, la problématique qu'on a derrière, c'est vraiment le ralentissement économique. On a encore eu les chiffres de l'IFO en début de semaine en Allemagne qui montraient que pour le 4e mois consécutif, les entrepreneurs allemands étaient quand même vachement tentés de sauter par la fenêtre parce que c'était la grosse dépression. Ça fait 4 mois de suite que l'IFO continue de baisser. Donc on voit que l'ambiance au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des sociétés, n'est pas forcément au beau fixe. Alors c'est bien d'avoir une inflation qui revient en direction des 2%, c'est ce qu'on voulait, tant mieux.
Mais de l'autre côté, si vous avez une économie qui commence à caler, on va avoir bien d'autres problèmes comme des licenciements en masse, comme une augmentation, une explosion du chômage. Même si, encore une fois, cette semaine, en Europe, on a vu que le chômage avait baissé à 6,4% contre 6,5% le mois dernier. On voit quand même que c'est des problèmes qui pourraient nous tomber dessus potentiellement ces prochains temps. Et puis alors pour la Suisse, eh bien, les perspectives économiques s'améliorent puisque le COF est sorti légèrement meilleur que le mois dernier. On est à 101,6 points sur le COF et le mois dernier, on était à 101,6, donc ça va un tout petit peu mieux en Suisse. D'ailleurs, ça se ressentait nettement puisque le SMI termine la semaine au plus haut de l'année. On est encore un petit peu loin des records historiques, mais ça va de mieux en mieux en Suisse. On a vu le réveil de Roche, on a vu le réveil de Novartis, enfin plutôt Novartis qui continue d'aller super bien, et donc ça continue de pousser le marché suisse à la hausse. On espère maintenant le réveil de Nestlé finalement, avec les nouveaux changements qui sont arrivés chez eux, qui permettront à Nestlé de pousser le SMI en direction des plus hauts historiques et de confirmer que l'économie suisse va toujours aussi bien. Petit détour au niveau des matières premières, on parle du pétrole. Le pétrole se traîne entre 73, 74, 75 $, ça tourne là autour en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du pétrole, pas mal d'informations qui pourraient être utilisées pour pousser le pétrole à la hausse ou à la baisse, et on voit que ces équilibres de pression font que finalement le baril ne fait pas grand chose. Alors tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça continue à être extrêmement tendu autour de la mer Rouge, hein. Les Houthis continuent à tirer sur les pétroliers dans tous les sens. Il y en a un qui était en grande difficulté l'autre jour, donc on a toujours ces mêmes tensions, on a toujours des tensions entre le Hamas, Israël qui s'en prend au Liban, le Liban qui essaie de répliquer comme il peut ou de s'en sortir comme il peut, toujours les craintes de voir un débordement, une intervention éventuelle de l'Iran ou même pire des Russes. Bref, dans tous les sens, on craint quand même une escalade du côté du Moyen-Orient, mais malgré tout, ces craintes d'escalade ne viennent pas parce que pour l'instant, ça reste entre guillemets des tirs modérés de la part d'Israël et des répliques modérées de la part du Hamas, et à chaque fois on a l'impression que c'est un combat de drones et que finalement il n'y a pas réellement de conséquences sur la région, en tout cas sur la région. Évidemment que sur la région il y a des conséquences, mais il n'y a pas de conséquences au niveau du marché puisque le pétrole continue d'osciller entre deux eaux pour l'instant et n'arrive pas à trouver réellement une direction. On notera aussi que de l'autre côté, on craint aussi le ralentissement chinois qui continue à être relativement pesant, et c'est clair que si les Chinois ralentissent, si les Chinois ne consomment pas, le pétrole aura des bonnes raisons de baisser, ça on le sait, donc ça reste une problématique, mais enfin pour l'instant on a l'impression que les craintes et le ralentissement économique font que ça s'équilibre et que le baril reste autour des 73, 75 $, ce qui d'ailleurs arrange bien tout le monde pour le moment parce qu'on ne saurait pas trop quoi faire d'un baril à 140 $ pour des raisons militaires, ce qui fait qu'on aurait aussi des conséquences au niveau de l'inflation. Alors faisons les choses les unes après les autres, ce qui fait que pour l'instant le baril ne fait pas grand chose, mais on n'est pas à l'abri d'une petite réaction ces prochains temps. Trois titres qu'il faudra retenir, pas en Suisse mais dans le monde, sur les claques de la semaine. Tout d'abord, on notera que Birkenstock a publié des résultats qui étaient meilleurs que les attentes, mais par contre ils ont signalé qu'il y avait une compression sur les marges, c'est-à-dire que les vendeurs de Birkenstock vendent très bien, mais ils ont augmenté leur marge à eux, ce qui veut dire que les marges de Birkenstock sont en train de baisser. Le titre s'est pris plus de 20% dans la tête sur la semaine, donc ça c'est un des gros flops de la semaine. C'est vrai qu'il semblerait que les gens hésitent à consommer la même chose de chez Birkenstock. Ce qui m'épate surtout, c'est que les gens hésitent à consommer tout court chez Birkenstock. L'autre claque de la semaine, bien sûr, c'est Supermicro qui s'est fait déglinguer. Alors on en a déjà parlé dans le Morning Bull, hein. Hindenburg Research qui a parlé de mauvaises pratiques comptables qui pourraient déboucher sur une enquête. Pour l'instant, Supermicro a juste décalé la publication de ses résultats, ce qui correspond plus ou moins à un aveu de faiblesse qu'à un déni véhément de ce qu'a déclaré Hindenburg Research. On peut se poser des questions sur l'avenir de SMCI qui a perdu 30% sur la semaine, mais il y a aussi des connexions assez intéressantes puisque SMCI est le 3e client de Nvidia. Alors je vous laisse imaginer ce que ça pourrait avoir comme conséquence si on se rend
rend compte que SMCI, c'est plus grave que ce qu'on pensait et que ces malversations comptables sont plus graves que ce qu'on pensait. Donc ça peut avoir des conséquences sur la suite. On n'a pas beaucoup plus d'informations pour l'instant, mais on va forcément en reparler. Et puis la troisième chose qu'il faudra retenir, c'est l'effondrement de PDD. Alors PDD, c'est Temu. Vous connaissez ces sites à la noix qui vendent des produits à la noix. Temu a sorti des chiffres catastrophiques. Le CEO a expliqué plusieurs fois que les résultats étaient mauvais parce que les gens ne consomment plus. Le ralentissement est en train de se faire ressentir de manière très violente en Chine tout particulièrement. Donc le lien n'est pas uniquement sur le fait que ça va pas très bien dans la société et que les gens consomment moins, c'est que la Chine consomme moins et donc forcément il peut y avoir des conséquences qui sont un peu lourdes sur le long terme et donc PDD a également perdu quasiment 30% sur la semaine. Si l'on observe les performances de la semaine, alors on voit que c'est plus ou moins équilibré entre ceux qui allaient moins bien et ceux qui vont mieux. Donc Richemont était un peu en baisse de 2,65%. On peut imaginer que les craintes de ralentissement chinois se font ressentir. Logitech est toujours dans son histoire de coup de sac au niveau du management entre l'ancien fondateur et le CEO actuel. Bref, c'est très compliqué. Mais l'un dans l'autre, il n'y a pas grand-chose qui ressort du lot sur la semaine, mis à part Givaudan qui reprenait 2,99%. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que Nestlé finit en hausse de 1,65%, Novartis finit en hausse de 1,71% et que Roche est également en hausse sur la semaine de 1,52%. Ce qui veut dire, quand vous avez ces trois-là qui sont relativement bien disposés, vous avez une bonne semaine, ce qui fait que le SMI est donc au plus haut de l'année. Si on regarde les performances du monde, eh bien, nous avons donc l'Italie qui termine en tête de liste cette semaine avec 2,15% de performance, 2,14% à Hong Kong, 1,47% sur le DAX qui est au plus haut de tous les temps, ou en tout cas pas loin sur la clôture. Jeudi soir, il était au plus haut de tous les temps. Bref, ça cartonne au niveau de l'Allemagne. Encore une fois, on est content parce que l'inflation ralentit en Allemagne, mais on se pose pas trop de questions sur l'état économique du pays qui pourrait poser quelques problèmes à terme. Autrement, vous avez le Dow Jones donc qui finit en hausse de 0,94%, mais au plus haut de tous les temps. Le CAC 40 qui continue de remonter gentiment malgré son absence de gouvernement et le Muppet Show qui sont en train de nous faire là-bas. Le pétrole, comme je vous le disais, qui est aussi toujours un petit peu au milieu de nulle part, mais qui perd 1,58% sur la semaine. Et puis en bas, vous avez le Philadelphia Semiconductor Index qui est en baisse de 1,34%, comme vous le voyez, beaucoup moins impacté que Nvidia lui-même. Et puis pour clôturer ce classement, le Bitcoin qui avait vécu une très belle semaine la semaine précédente, aujourd'hui qui repère 7,45%. Petit tour sur les graphiques. Alors vous voyez que ça va beaucoup mieux sur le marché suisse pour l'instant. Donc depuis le trou d'air qu'on avait eu l'autre jour avec l'histoire du carry trade au début du mois d'août, et ben vous voyez qu'on est repassé de 11 400 à 12 436. Alors il y a toujours cette résistance ici à 12 569 qui sera le prochain point à casser à la hausse. Mais pour l'instant, ça va beaucoup mieux sur le marché suisse qui a une très belle configuration technique, mais qui montre aussi, si on regarde un petit peu le reste, que les RSI sont quand même très hauts et qu'on a fait un bon bout de chemin, un peu à l'image du reste des marchés d'ailleurs. Donc pour l'instant, nous sommes toujours relativement bien disposés sur le SMI et je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler ces prochains temps. On espère juste que les gros noms vont continuer à cartonner. D'un point de vue tendance, ben vous le voyez, hein, on peut retirer des traits. On est vraiment bien disposé sur le SMI, mais en haut du range. Donc c'est quelque chose qu'il faudra surveiller ces prochains temps. Le CAC 40, alors j'ai laissé les flèches bleues qui correspondaient à l'impact du Head & Shoulder qu'on a eu à l'époque ici. On est allé chercher les objectifs du Head & Shoulder, on est allé beaucoup plus bas même, mais vous voyez que la crise politique est quasiment oubliée en France pour l'instant. Maintenant, on est revenu dans un espèce de nouveau trend que l'on a ici, qui se dessine gentiment attendez voir si je prends les trucs, ce sera beaucoup plus pratique. On a une espèce de canal latéral qui se dessine, donc maintenant on est en train de construire quelque chose de nouveau entre ces deux tendances ici. Et maintenant, il faudra voir ce qui va se passer au niveau politique. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'au niveau marché financier, on ne parle
plus beaucoup de ce qui se passe, puisqu'il ne se passe pas grand-chose, puisque monsieur Emmanuel Macron est en train simplement de gagner du temps pour rester un petit peu plus accroché au pouvoir. Le DAX, comme je vous le disais tout à l'heure, au plus haut de tous les temps. Alors là aussi, ce qui est absolument ahurissant, c'est l'état mental dans lequel nous étions à ce moment-là. Et là, on parle du 6 août 2024. Et là où nous sommes aujourd'hui, 11,35% plus haut, 11,35% plus haut. 1933 points de rebond sur le DAX depuis la panique du carry trade il y a même pas un mois aujourd'hui. C'est juste incroyable. Et le DAX est au plus haut de tous les temps. Et comme je vous le disais, il va falloir quand même surveiller l'aspect économique parce que oui, l'inflation est sous contrôle, mais l'économie ne fait, semble-t-il, plus grand-chose. Le S&P 500, alors je l'ai montré plusieurs fois cette semaine, double top or not double top. Pour l'instant, on va pas chercher beaucoup plus loin. Le marché reste relativement fort, mais vous voyez qu'il va quand même falloir réussir à passer cette résistance qui correspond tout simplement au plus haut historique. Et sinon, à la moindre mauvaise nouvelle, on va se retrouver dans une possibilité de voir un retour à la baisse de manière assez spectaculaire. Si on n'arrive pas à casser, le risque potentiel est de voir revenir le S&P 500 en direction des 5200. Là où nous étions quand le carry trade a émergé sur nos écrans le 6 août 2024. Le Nasdaq, lui, il est un peu en retard. Forcément, vous avez quand même une Nvidia qui est un peu en retard, vous avez une Amazon qui est un peu en retard, vous avez une Microsoft qui est un peu fléchie, donc ce sera ces titres qui pourront nous aider à repartir. Apple a déjà commencé à faire le boulot, mais tout seul, ils ne peuvent pas tout faire. Donc pour l'instant, eh bien, le Nasdaq, on peut commencer à tirer une forme de résistance ici, entre ces deux points que nous avons correspondant au plus haut historique et au rebond récent. Il va falloir repasser cette tendance pour espérer retourner rapidement sur les plus hauts sur le Nasdaq. Sans ça, là aussi, on a des risques de faiblesse de venir rechercher encore une fois la moyenne mobile des 200 jours qui passe aujourd'hui par 18 041 sur le Nasdaq. D'ailleurs, regardez la volatilité qui avait explosé lors du carry trade. Aujourd'hui, elle a recassé la moyenne mobile des 200 jours, même si ça ne veut pas dire grand-chose sur la volatilité. On a recassé cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est en train de s'ouvrir de nouveau le chemin pour retourner au plus bas sur la vol. On a encore un bout de chemin. On est quand même à 15,01 encore. Mais on sent que pour l'instant, la peur n'est plus vraiment là, même si on sent aussi qu'elle peut revenir à tout instant. Le SOX, je vous le disais, qui a moins mal performé que Nvidia. Vous voyez que l'indice se bagarre finalement avec cette zone des 5150 qui correspondent un petit peu à ces tops qu'on avait fait en mars 2024, où on avait pinaillé un petit peu sur la même zone durant le mois de juin, et puis là on avait pinaillé également avant la correction du carry trade, donc les 5150 sont importants sur le SOX. Si on arrive à rétablir quelque chose là en dessus, eh bien on pourra espérer revoir une tendance à la hausse, sans oublier qu'on a laissé un gap ouvert sur le SOX aussi, qui va forcément à un moment donné demander à être comblé. Mais pour l'instant, voilà, on doit d'abord sortir de cette zone des 5150 dans un sens ou dans l'autre pour essayer d'y voir un peu plus clair sur le secteur des semi-conducteurs. Et ça tombe bien parce que la semaine prochaine, on aura encore les chiffres de Broadcom. Je termine avec mon ami le pétrole. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pression vendeuse, tension militaire, crainte sur le baril dans tous les sens, soit à la hausse ou à la baisse, ce qui fait que pour l'instant, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Alors vous vous souvenez, ce grand triangle que j'avais dessiné, on l'a cassé, mais on n'a pas généré pour l'instant une accélération. Alors ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Maintenant, à l'intérieur du triangle, on est en train de construire pratiquement un autre triangle qui se trouve plutôt dans une configuration un peu différente. Vous voyez que là aussi, je pense qu'à un moment donné, tout ça nous amène à des points de sortie, à une accélération dans une direction ou une autre. J'aurais tendance à vouloir dire que l'accélération pourrait se faire à la hausse. Pourquoi? Parce que finalement, les raisons qui gardent le prix bas sur le pétrole sont des raisons économiques. Et on sait que pour voir la Chine redémarrer tout d'un coup, ça serait un petit peu surprenant. Par contre, il pourrait y avoir un embrasement au Moyen-Orient qui serait évidemment la clé de la suite, même si aujourd'hui, on a quand même le sentiment que aucun des pays du Moyen-Orient n'a envie d'allumer la mèche sur le pétrole. Et puis, en même temps, on va rentrer à fond dans une période électorale
qui va commencer vraiment maintenant, et puisqu'on va avoir un débat entre Harris et Trump, et puis qu'en même temps, dans 2 mois, ça sera plié, on saura qui sera le nouveau président ou la nouvelle présidente, et qu'on sait que de toute façon, dans les 2 cas, ça sera une catastrophe. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de trêve où finalement, on ne veut pas faire de grandes manœuvres militaires ou de grands embrasements tant qu'on n'a pas réglé le nom du président américain. Parce que, comme vous l'aurez peut-être noté, le président américain a totalement disparu depuis qu'il s'est retiré aux faveurs de Kamala Harris. On ne sait même plus trop ce qu'il fait ni où il est en ce moment. On passe maintenant aux vedettes de la semaine en Suisse. Alors on commence bien sûr avec Nestlé. Nestlé qui a annoncé l'arrivée d'un nouveau patron, puisque monsieur Mark Schneider sera remplacé par Laurent Frex. Et là, les premiers messages du chairman of the board de Nestlé, c'est que la priorité absolue de Nestlé devient dorénavant la croissance organique. Alors le titre pour l'instant est au fond du fond du bac. On voit que l'un dans l'autre, on est en train d'essayer de faire quelque chose. Alors est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle chez Nestlé? Est-ce que c'est le retour de la food en Suisse? Est-ce qu'on va retrouver des couleurs sur la vedette de Vevey? Ça, ce sera les questions auxquelles il faudra répondre ces prochains temps. En tous les cas, pour l'instant, là où se traite le titre, c'est quand même tentant de mettre un pied dedans pour essayer de jouer ce recovery, cette recovery historique, ce nouveau management. Affaire à suivre en tous les cas, ce qu'on va faire attentivement, bien sûr, ces prochains mois et ces prochaines années. Vous le voyez, pas grand-chose à dire, tendance descendante parfaitement affirmée chez Nestlé. Là, il n'y a rien à dire. Même pratiquement la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours est parfaitement alignée et montre que pour l'instant, il n'y a vraiment pas de lumière au bout du tunnel. Mais, on voit que là, tout d'un coup, entre les résultats, à chaque fois qu'on est allé chercher les 85, eh bien, le titre a rebondi et encore plus avec la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau patron. Ça correspond pas à grand-chose l'un dans l'autre, à moins qu'on veuille aller chercher les cassures qu'on a eu de la peine à casser en 2018. Mais pour l'instant, on revient sur des bases ici. Alors, on va essayer de se rassurer en se disant, regardez, à 85, on veut pas lâcher. Durant le Covid, on s'était arrêté à 85. Et puis, bien avant, en 2017, on avait buté contre cette résistance, rebuté contre la résistance, rebuté 2-3 fois avant de casser ici en 2019. On se dit que cette résistance qu'on avait ici, qui est devenue support à partir de là, eh bien, est en train de faire son office. Ça correspond avec un changement de management. Alors pourquoi ne pas revenir sur Nestlé dans nos portefeuilles pour ceux qui n'en ont pas, bien sûr, et pour ceux qui en ont, pourquoi pas essayer d'en remettre une couche pour diminuer les prix de revient, si ça a été acheté plus haut, bien sûr. Novartis, j'ai l'impression que c'est le titre où de toute façon, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait une information sur le titre, en général positive. Là, en l'occurrence, ils ont reçu une offre pour vendre leur division imagerie médicale à Siemens. Bon, on parle de 200 millions, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel pour Novartis. Ils ont aussi eu une approbation, ils ont également publié de nouvelles données pour un de leurs médicaments qui s'appelle le Leqvio, qui est utilisé dans le traitement du cholestérol. Donc des nouvelles plutôt intéressantes. Ils ont également signé un accord de licence et de coopération avec la société américaine Lindy Bioscience, ce qui fait qu'on a pas mal de bonnes nouvelles sur Novartis et ça se ressentait avec une performance de 1,7% sur la semaine, mais avec un chart qui continue de s'envoler. Alors vous voyez, que dire d'autre si ce n'est qu'elle s'envole. Là aussi, depuis le rebond, depuis le trou d'air qu'on a eu au mois d'août, on est revenu chercher les 92 pas loin ici et aujourd'hui on est à 102, donc 10 balles de hausse sur Novartis sur un mois. C'est assez impressionnant pour être signalé et vous voyez que si on va chercher plus loin, eh bien Novartis est donc clairement au plus haut de tous les temps et continue son ascension verticale. Je le signale et je ne l'ai pas mis dans les flops de la semaine parce que ça ne veut plus dire grand chose aujourd'hui. Meyer Burger a annoncé une nouvelle stratégie de restructuration, une Xème stratégie de restructuration, ce qui veut dire que finalement les gens en ont ras-le-bol, on voit pas vraiment où ils veulent aller pour l'instant. J'ai envie de dire que si Meyer Burger pouvait générer de l'énergie avec leur changement de direction qu'ils ont fait ces 2 dernières années, eh bien ils auraient résolu le problème, ils auraient même plus besoin de faire des panneaux solaires parce qu'ils gagneraient de l'énergie parce qu'ils fabriqueraient de l'énergie de façon différente. Mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, Meyer Burger, nouveau changement stratégique. Le titre s'est fait démonter sur la semaine. Je vous montre le graphique, mais franchement, ça ne veut plus dire grand-chose. Voilà. Si on regarde comme ça, je suis obligé de zoomer sur le dernier bout pour qu'on voit les mouvements. Mais si on zoome vraiment,
Allez, on va aller chercher quand même pour se faire mal. Sur la semaine, en termes de pourcentage, quand vous avez un titre qui passe de 4,11 à 1,82, je vous laisse faire les calculs, mais c'est juste un bain de sang. On a l'impression que vraiment il n'y a pas d'exit ou de porte de sortie pour l'instant chez Meyer Burger. Schindler a été downgradé chez Goldman Sachs. Donc le fabricant d'ascenseurs a été révisé, est passé de hold à sell, mais ils ont augmenté le price target, donc ça fait toujours rigoler quand on nous fait des annonces pareilles, parce que le gars il vous dit oui, il faut tout vendre, mais je pense que ça va plus haut. Enfin bref, donc du coup, Schindler termine sa semaine relativement bien finalement, parce que malgré le downgrade, vous voyez que cette espèce de trait rouge qu'on a eu il y a 4 jours ici, ça c'est le downgrade, et que finalement on a oublié le downgrade, et on revient quand même plus ou moins au plus haut à court terme. Le seul bémol qu'il faudra retenir sur ce qu'a déclaré Goldman Sachs, c'est qu'une des craintes principales, ça ne veut pas dire grand-chose ces résistances, hein, mais une des craintes principales chez une des craintes principales chez Schindler, c'est effectivement le ralentissement de la Chine qui continue de peser forcément. Si vous construisez beaucoup moins d'immeubles, eh bien vous avez beaucoup moins besoin d'ascenseurs. Givaudan, le CEO, a parlé cette semaine, extrêmement positif, extrêmement bullish sur l'avenir, tout va bien, leur feuille de route est en place, ils sont prêts à naviguer au travers de ces environnements géopolitiques instables, comme il dit. Donc ça se passe plutôt pas mal du côté de chez Givaudan. D'ailleurs, Givaudan, c'est la meilleure performance de la semaine sur le SMI. Le chart se passe de commentaires. Hein. Vous voyez que les commentaires du CEO a ramené tout ça à la hausse. Alors maintenant, ce qu'il faudra voir sur Givaudan, c'est si on arrive à casser cette résistance qui se situe à 4300... 4382, il faudrait qu'on passe là en dessus de manière pérenne pour qu'on puisse reprendre notre tendance ascendante dans laquelle nous sommes depuis un bon moment. Vous voyez qu'on en est un peu sorti. Affaire à suivre, mais en tout cas, les commentaires du CEO étaient plutôt rassurants. Un truc qui sent la faillite, Ohrdorf. Ohrdorf a donc placé sa holding sous la protection des faillites en Suisse. Donc ça continue à aller très très mal. Là, on va directement dans le mur pour parler français. Mais de nouveau, alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que là encore, le titre, il valait 4,50, mais il finit la semaine à 1,20. Donc là, en termes de pourcentage, c'est presque 75% de baisse chez Ohrdorf. Et puis Laliq. Alors Laliq a été, il y avait une proposition d'OPA qui avait été faite. D'ailleurs, ça se retrouve sur la consolidation ici. L'actionnaire majoritaire de Laliq a donc réussi son OPA. SIX a reçu a approuvé le délisting de Laliq qui sera effectif le 4 septembre. Donc voilà, Laliq est retirée du SMI et on n'a plus besoin d'en parler pour le moment. Elle retourne dans le secteur privé. Donc si par hasard il vous en reste sur vos dossiers, peut-être renseignez-vous pour les mettre à disposition du nouvel actionnaire parce qu'il ne faudra pas s'attendre à des gros mouvements ces prochains temps. Et on termine cette liste de vedettes de la semaine avec encore un graphe passionnant, c'est Relief Therapeutics qui a annoncé qu'ils avaient réussi à couper les coûts dans la société et donc le fait d'avoir moins de dépenses devant eux ces prochains temps leur permettait d'assurer le financement de la boîte jusqu'en 2026 en tous les cas. Donc ça laisse un petit peu de visibilité. Alors, ça ne se voit pas comme ça, c'est vrai, quand on regarde le graphique, mais sur l'annonce, le titre a quand même repris 8,3%. Mais enfin, quand ça traite autour des 1,80, enfin, pardon, des 1,14, franchement, il n'y a pas de grande surprise, mais regardez quand même. Allez, on va chercher. Voilà, 8,3% de hausse sur l'annonce chez Relief Therapeutics. Effectivement, quel relief. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance, comme disait l'autre à l'époque. Ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine va commencer de manière relativement calme aux États-Unis, puisque au Canada et aux États-Unis, c'est Labor Day, donc tout sera fermé lundi, c'est week-end prolongé. Donc comme d'habitude, vous le savez, les lundis, quand les Américains ne sont pas là, eh bien, tout semble dépeuplé, il ne se passe pas grand-chose. Alors on va faire comme si, bien sûr, mais il faudra quand même retenir que ça risque d'être très calme en début de semaine. Et puis après, on va se concentrer principalement sur l'emploi. Ce sera la clé aux États-Unis. On a les JOLTS, on a les Jobless Claims, on a les chiffres de l'emploi ADP qui sont attendus à 150 000. On a les chiffres des Jobless Claims qui sont attendus à 163 000. Donc ce sera bien évidemment ce qu'on va regarder principalement afin de savoir ce que la Fed va faire.
de combien elle va baisser les taux et si catastrophe il y avait, si potentiellement elle serait appelée à devoir encore retenir sa décision finale, même si ça paraît peu probable. On a vu que le mois dernier, les chiffres des non-farm payrolls, c'était catastrophique. On espère que ce ne sera pas la même chose cette fois. Il y aura certainement des révisions, puisque je vous rappelle que de toute façon, ils sont incapables d'additionner 10 000 plus 10 000 du même coup, donc il faut faire ça sur 3 ou 4 mois. Donc on verra ce qu'ils vont nous sortir comme correction et comme nouveaux chiffres ce vendredi. Donc inutile de vous dire que ce sera la chose la plus importante. Il y a de moins en moins de publications trimestrielles, bien sûr, puisque la saison s'est terminée maintenant. On va se concentrer sur l'arrivée des banques centrales, puisqu'à partir du 12 septembre, il y aura la BCE, et puis le 18 et le 19, il y aura la Fed qui va nous annoncer cette première baisse des taux. En tous les cas, on l'espère. De mon côté, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, version édulcorée probablement, puisque c'est un week-end prolongé aux États-Unis, mais néanmoins, on va quand même trouver quelque chose à raconter. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager. Oui, le Swiss Bliss est de retour et on se retrouvera donc pour un nouveau Swiss Bliss la semaine prochaine. Et puis pour tous les Morning Bull Live de la semaine prochaine, bien sûr. Merci d'avoir été avec moi ce week-end et d'avoir pris une petite demi-heure pour parler d'autre chose que de grillade et de barbecue. Et on se voit lundi matin. Bye bye.